soyez honnête avec moi. Est-ce que vous n'avez pas honte, ne serait-ce qu'un peu, de savoir que l'Occident ne s'est enrichi que grâce à l'esclavagisme, à la colonisation et à tout un tas d'horreurs abominables ? Est-ce que vous n'avez pas honte de vous dire que la richesse qui vous entoure n'est due qu'au pillage commis par l'Occident de pauvres pays innocents ? Eh ben non, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte tout simplement parce que c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est aussi une pensée très dangereuse et qui a des conséquences extrêmement néfastes sur la société. Penser que l'Occident doit sa richesse à la colonisation et l'esclavage, ça pousse non seulement beaucoup d'Occidentaux à se haïr eux-mêmes, à haïr leurs ancêtres, leur histoire et leur culture, mais ça mène aussi les non-Occidentaux à haïr l'Occident, alors même que parfois, ils y vivent. On a créé la France. Tu vois ta putain de tour Eiffel, là ? Elle a été créée avec les aciers de l'Algérie. Et cette haine de l'Occident, pour ne pas dire du blanc, eh ben, c'est un business très juteux, dont certains n'hésitent pas à profiter à fond pour s'en mettre plein les poches, et bien souvent en racontant littéralement n'importe quoi. Le pain au chocolat, on se dit c'est totalement français. Bah en fait, non, c'est l'histoire coloniale. Tout est passé par le filtre de la revanche et de la rancœur. Et cette explication qui consiste à faire de l'Occident le responsable de tous les maux de la Terre, c'est quand même vachement pratique. Sauf que c'est faux. L'Occident n'est pas devenu riche grâce à la colonisation et l'esclavage. Et c'est précisément ce que cette vidéo va tenter de vous démontrer. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était How the West Grew Rich de Nathan Rosenberg. Et ce livre, je ne l'ai pas lu tout seul puisque je l'ai lu avec Atlas de la chaîne du même nom, une chaîne YouTube d'histoire que je vous invite à aller découvrir. Ce livre, il tente donc de laisser de côté quelques instants les clichés larmoyants qu'on a l'habitude d'entendre un peu partout sur les raisons de l'enrichissement de l'Occident pour préférer une explication beaucoup plus terre-à-terre et un peu plus complexe que la simple explication du grand méchant blanc. Laissez-moi commencer par vous rappeler une évidence. Aujourd'hui, en Occident, même les plus pauvres ont des conditions de vie bien supérieures à celles de leurs ancêtres les plus riches. L'accès aux soins, les progrès de la médecine, l'accès à la nourriture, on rappelle qu'en Occident, on a quand même beaucoup plus de chances de mourir d'obésité que de faim. Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Mais aussi l'ensemble du confort moderne, des moyens de divertissement qui n'ont jamais été aussi nombreux, etc. Bref, ce confort moderne, on s'y est tellement habitué qu'on ne le remarque même plus. Et il faut bien comprendre que quand on parle de pauvreté aujourd'hui, c'est uniquement par rapport à nos contemporains. Or, si on compare à notre époque, l'entièreté de l'histoire humaine n'est faite que de misère. En fait, ça fait que 200 ans que le progrès et la prospérité ont commencé à toucher certaines parties du monde. L'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore le Japon. Les gens ont commencé à être mieux nourris, à être en meilleure santé que dans n'importe quelle autre civilisation. Les taux de mortalité infantile ont baissé, l'espérance de vie s'est allongée, les famines et la faim ont quasiment disparu. Bref, on est passé de la misère, qui était la norme absolue, à la richesse. Une richesse qui a permis l'émergence d'un nouveau mode de vie. Parce que dans un monde de pauvreté, tout ce qui compte, c'est la survie. Et on n'a pas tellement le luxe de penser à autre chose. La simplicité de la vie et le souci constant de la survie sont remplacés par d'autres problèmes. L'individualisme, la solitude, la santé mentale défaillante, etc. Après tout, il est dans la nature du changement social de fournir aux sociétés un nouvel ensemble de problèmes en échange d'un ancien ensemble. Et on ne peut pas reprocher aux gens de préférer les problèmes de la richesse à ceux de la pauvreté. Alors, pour résumer un peu grossièrement, l'Occident a terminé son passage de la pauvreté à la richesse entre le 19e et le 20e siècle. Le truc, c'est que contrairement à ce que beaucoup aimeraient croire, il n'y a pas eu de changement soudain de la production économique de l'Occident, mais bien une croissance constante qui s'inscrit dans une continuité historique. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on commence par un top 9 des fausses pistes les plus communes pour expliquer l'enrichissement de l'Occident. On va commencer par les moins pertinentes pour aller vers les plus intéressantes. Un point de vue assez répandu dans le discours politique tente d'expliquer la prospérité de l'Occident en la liant à des pratiques aujourd'hui jugées répréhensibles. Selon cette idée, la richesse de l'Occident viendrait de comportements comme l'exploitation des travailleurs, le colonialisme, l'impérialisme ou encore l'esclavage. Ces pratiques, bien que acceptées à leur époque, sont désormais condamnées. On évoque souvent ces faits pour justifier des actions comme la philanthropie, l'instauration de lois sociales ou pour nuancer l'idée de la supériorité occidentale. Cependant, si ces arguments peuvent avoir leur utilité dans ces contextes, ils restent discutables quand il s'agit d'expliquer réellement la croissance économique de l'Occident. Pour certains, la situation de l'Occident aujourd'hui ne serait qu'une question de chance. Une chance qui aurait consisté à faire apparaître 4 révolutions majeures au même endroit. L'expansion des échanges et du commerce
au XVe siècle, la révolution industrielle au XVIIIe siècle, l'électricité et le moteur à explosion à la fin du XIXe siècle, et de nos jours, les technologies informatiques qui ne cessent de se perfectionner. Voilà, donc des coups de chance. Ce qui a produit la richesse de l'Occident était bien de la chance dans le sens où les résultats de l'évolution biologique sont de la chance. Mais ces processus, leurs résultats et leurs interrelations sont tout à fait dignes d'être étudiés. Alors, comprenons-nous bien ici, derrière cette volonté d'expliquer l'enrichissement de l'Occident par la chance, il y a l'idée de dire que c'est quelque chose qui n'est pas mérité, que ce n'est dû qu'au hasard et qu'en fin de compte, ça aurait pu arriver n'importe où. Mais la chance ou le hasard, au fond, ça ne désigne que l'ignorance ou l'incapacité à expliquer un ensemble de causes et de conséquences. Dans un sens général, l'exploitation fait référence à l'utilisation des ressources économiques d'un individu ou d'une entité. Avec ça, vous allez me dire, on n'a pas dit grand-chose. Alors je vais me permettre de citer votre auteur préféré, celui que vous devez avoir sur votre table de chevet et que j'imagine vous lisez tous les jours, à savoir Karl Marx. No, God! En termes marxistes, ce concept prend une dimension spécifique en décrivant la façon dont le capital s'approprie une part du produit du travail, plus précisément la valeur excédentaire, particulièrement dans le cadre de la production industrielle. La question se pose alors de savoir si ce type d'exploitation peut expliquer à lui seul la croissance économique de l'Occident. Il semble que son pouvoir explicatif se limite surtout à la croissance du capital et des revenus des capitalistes, mais ne rend pas compte de l'augmentation des revenus des travailleurs qui constitue pourtant l'essentiel de la croissance économique globale. Une autre explication qui revient très souvent, ce sont les inégalités de revenus. Une explication pas si bête à première vue, parce qu'effectivement, si tout le monde gagnait la même chose, il serait très difficile d'employer des gens pour leur faire quelque chose. Et à vrai dire, sans cette inégalité de revenus, la seule solution pour obtenir le même résultat, ce serait le travail obligatoire. Aussi terrible que ça puisse paraître, les inégalités salariales sont la meilleure, voire la seule alternative à une société où le travail serait forcé. Alors déjà, cette manière d'expliquer l'enrichissement de l'Occident par le recours à l'inégalité, elle est un peu plus convaincante que les autres raisons qu'on vient de donner. Mais enfin, elle reste quand même très insuffisante, parce que les inégalités, c'est un phénomène universel. Toutes les sociétés ont toujours été inégalitaires. Pourtant, elles ne sont pas devenues aussi riches que l'Occident. Mais enfin, soyons quand même clairs, l'inégalité est bien une des conditions nécessaires pour expliquer l'ascension de l'Occident. Nécessaire, mais pas suffisante. À présent, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des esclavagistes dans les spectateurs ? Eh bien, s'il y en a, vous n'êtes pas les responsables de l'enrichissement de l'Occident. Honte à vous. Contrairement aux idées reçues, l'esclavage était peu répandu dans les pays occidentaux eux-mêmes et restait absent dans des lieux comme l'Angleterre, où allait pourtant s'amorcer la révolution industrielle. Si l'esclavage fut largement accepté dans les colonies, il ne fit jamais partie intégrante de l'industrie dans les pays développés, notamment parce que la main-d'œuvre libre y était souvent plus accessible et moins coûteuse. Souvent, on évoque les propriétaires d'esclaves du sud des États-Unis avant la guerre civile. Toutefois, les historiens économiques modernes soulignent que dans l'industrie, l'esclavage était peu utilisé, car le recours à des travailleurs libres revenait moins cher. Ainsi, quel que soit le rôle de l'esclavage dans le développement occidental, il serait davantage lié au profit du commerce triangulaire ou à l'usage de la main-d'œuvre esclave pour produire des matières premières destinées aux usines occidentales, mais ces profits étaient faibles comparés aux autres sources de capital que les pays occidentaux accumulaient à la même période. Dans les Antilles, par exemple, l'esclavage servait à la production de sucre, destiné à la consommation et non comme matière première pour les industries européennes. Dans les économies de l'Ouest, l'esclavage était davantage un résultat de la colonisation qu'un facteur de croissance. Les pays européens qui ont prospéré sans colonie, comme certains États du nord de l'Europe, n'ont pas eu recours à l'esclavage, alors que l'Espagne et le Portugal, pourtant des colonisateurs précoces, et fervents utilisateurs de l'esclavage accusèrent un retard économique notable. Ainsi, comme pour l'impérialisme, le lien entre esclavage et croissance économique occidentale reste fragile, suggérant que l'esclavage n'a pas directement impulsé à la croissance industrielle de ces pays. Encore selon Karl Marx, l'Occident se serait principalement enrichi grâce à l'impérialisme, c'est-à-dire la relation qu'il a entretenue avec des pays moins développés. Bon, c'est globalement ce qu'on appelle aujourd'hui le colonialisme. Et aujourd'hui, tout ce qui touche de près ou de loin à la colonisation est synonyme d'infamie. Pourtant, la colonisation grecque de la Méditerranée, par exemple, a parfois été un immense succès pour les pays qui ont été colonisés, mais aussi pour les pays d'origine. Et si les colonisations américaines ont mené à énormément de morts, ce sont aussi elles qui ont permis le développement économique de ces zones. L'Espagne impériale et le Portugal, par exemple, n'ont pas réussi à parvenir à une croissance à long terme, alors que la Suisse et les pays scandinaves, qui eux n'étaient pas des pays impérialistes,
ont réussi une croissance sur le long terme. Et l'Allemagne et les États-Unis, quant à eux, ne sont devenus impérialistes que plus tard. Quant à la Grande-Bretagne, elle était déjà très puissante avant sa période impériale et elle a continué de l'être même après avoir abandonné son empire. Et ça, c'est un gros problème, un problème moral. Parce qu'en réalité, et ça c'est vraiment le truc à retenir, donc je vais l'écrire en gros, ce n'est pas grâce à leurs empires que les pays occidentaux sont devenus riches, mais grâce à leur richesse qu'ils ont pu établir leurs empires. Et ça, c'est le gros problème parce que, pour citer Nathan Rosenberg, ce n'est pas très confortable pour les pays non occidentaux blessés par l'impérialisme occidental que de suggérer que ce préjudice était gratuit. Pour les militants des coloniaux d'aujourd'hui, devoir admettre que la colonisation n'est pas à l'origine de la richesse de l'Occident, c'est inadmissible. Alors ils doivent redoubler d'inventivité pour maintenir le narratif selon lequel l'Occident doit tout à ses colonies. Pour Karl Marx, la croissance économique de l'Occident s'expliquait avant tout par le dynamisme de l'économie compétitive. Les capitalistes poussés par le besoin d'augmenter leurs profits ont construit une machine capitaliste puissante. Marx voyait le capitalisme comme une étape incontournable de l'histoire qui préparait le terrain pour une révolution. Selon lui, la croissance économique capitaliste finirait par créer des conditions matérielles meilleures pour les travailleurs, ce qui les pousserait à prendre le contrôle des moyens de production. Mais il estimait ainsi que le capitaliste, malgré son potentiel de croissance, était incapable de transformer cela en bien-être réel pour les travailleurs. Il soulignait également que la croissance économique nécessite une organisation qui encourage ceux capables de la faire avancer. Il avait raison de mettre en avant les incitations au profit et à la perte, mais ces derniers ne suffisent pas à elles seules, comme l'ont montré les difficultés des pays en développement après sa mort. Une croissance durable repose aussi sur le savoir et sur des institutions qui favorisent l'évolution des connaissances et une action continue. Une autre explication très fréquente pour expliquer la richesse d'une nation, c'est son accès aux ressources naturelles. Pour Karl Marx, encore lui, ça ne faisait pas un pli, la fortune nouvelle de l'Occident était due à son impérialisme, à ses conquêtes et à ses acquisitions de matières premières à travers le globe et qui ont commencé dès le XVIe siècle. Pourtant, expliquer la croissance économique par la possession de matières premières, c'est vraiment trop simpliste. Et dans ce cas-là, comment expliquer la richesse de la Suisse, du Japon ou de la Corée qui ont tous un accès très limité aux matières premières ? Les ressources qui contribuent à la richesse économique ne sont pas simplement matérielles. Elles sont une combinaison subtile de matériaux présents dans la nature avec les connaissances humaines et l'organisation sociale nécessaire pour utiliser ces matériaux. Autrement dit, avoir des matières premières quand on n'est pas capable de les transformer, ça ne sert à rien. Ça ne crée pas de richesse. Quand on veut expliquer comment l'Occident s'est enrichi, on parle souvent de science et d'innovation. Et c'est en partie vrai, mais je ne sais pas si aujourd'hui on ne veut plus ou on ne peut plus se creuser le cerveau. Du coup, les explications les plus courantes sur la prospérité de l'Occident mettent en avant la science et les inventions. On se dit que la science et les inventions produisent de la richesse, sans trop se poser de questions du pourquoi et du comment. Mais si ces éléments étaient des causes suffisantes pour créer de la richesse, comment expliquer que des civilisations comme la Chine ou les nations islamiques, qui furent autrefois à la pointe de la science et des découvertes, n'aient pas atteint le même prospérité ? Comment l'Occident, autrefois pauvre, a-t-il pu devenir si prospère alors que d'autres régions n'ont pas suivi cette trajectoire ? Un autre problème avec cette explication est que la science et les inventions sont des savoirs supposément transférables d'une société à une autre par l'écrit ou par l'enseignement. Pourtant, transmettre aux pays en développement ce qui a permis la croissance de l'Occident s'est avéré bien plus complexe que d'y enseigner la science. Si la technologie indéniablement joué un rôle, il semble évident qu'elle n'est pas la seule clé de la prospérité occidentale. Alors, jusqu'ici, on a exploré les raisons évidentes, souvent évoquées, mais qui s'avèrent finalement être des fausses pistes. Nous avons envisagé la science et l'innovation, examiné les ressources naturelles, scruté les comportements humains et même envisagé des concepts comme la chance, les inégalités ou les effets persistants du colonialisme et de l'esclavage. Chacune de ces pistes, pouvant paraître convaincante, s'est révélée à mesure que nous les analysions être soit incomplètes, soit insuffisantes, soit tout simplement ancrées dans l'imaginaire collectif, et qui, pourtant, vous amènent à des fausses pistes.
Ce qui explique la croissance économique continue de l'Europe, c'est qu'au cours de son histoire, les pouvoirs politiques et religieux se sont relâchés à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'économie, de la science, de l'art, mais aussi de l'éducation. Et dans la sphère économique, ce relâchement a pris plusieurs formes, et notamment le fait qu'il y avait de plus en plus d'échanges sans régulation des prix, parce qu'ils n'étaient plus régulés par une autorité politique, et c'est ça qui a permis à toute une classe de marchands d'acheter et de vendre des produits, et plus uniquement des produits qu'ils fabriquaient de leurs mains. Pour donner un exemple concret, en Angleterre par exemple, les guildes ont eu de moins en moins d'influence, ce qui a permis à beaucoup d'ouvrir leur propre commerce. Et ce n'est pas tout. À mesure que les marchands ont échappé au contrôle des autorités, ils ont commencé à diversifier de plus en plus leurs échanges, en créant notamment des gammes de produits plus larges. Les premières expéditions commerciales vers des contrées lointaines rapportaient des marchandises exotiques telles que des épices, des soies, des métaux précieux. Ces produits, souvent perçus comme des trésors rares et inaccessibles, étaient vendus principalement aux élites européennes, aux cours royales, aux marchands fortunés et aux collectionneurs avides de nouveautés. Pour comprendre les ressorts de la croissance occidentale, rien n'est plus révélateur que l'instinct des premiers marchands pour exploiter les profits colossaux que pouvaient offrir de nouveaux produits populaires sans concurrence directe. Cela a pu surprendre les milieux conservateurs de l'époque, en détournant l'intérêt des consommateurs vers des produits sobres, des guildes locales vers des articles étrangers, et en attirant les jeunes les plus talentueux vers les voyages risqués en terres inconnues. En réalité, ils faisaient déjà preuve d'innovation et de concurrence, deux éléments clés qui allaient devenir essentiels à l'essor économique de l'Occident. Mais on pourrait aussi parler d'une autre raison, et je vais laisser Moda vous en parler. Les marchands s'enrichissent considérablement quand ils apportent de la nouveauté et sans les restrictions des guildes, ils peuvent se développer et expérimenter beaucoup plus facilement. Et à la fin du XVIIIe siècle, pendant la révolution industrielle, c'est à peu près la même chose qui s'est passé. Les industriels ont expérimenté des méthodes au coût de production très faible en introduisant de plus en plus de machines dans leur processus de production. Bref, cet abaissement du coût de production a grandement facilité l'innovation à plusieurs moments de l'histoire. Mais il y a autre chose. Avant la production de masse, au XIXe siècle, les innovations rapportaient peu aux individus car elles étaient limitées à une échelle artisanale. L'introduction des usines a changé cela, permettant à certains de s'enrichir grâce à la fabrication de produits en grande quantité. L'innovation en Occident s'est démarquée en visant des produits destinés aux masses plutôt qu'aux élites. Les améliorations ont davantage bénéficié au mode de vie des classes populaires, les innovations récompensées étant celles qui réduisaient les coûts de production pour toucher un marché plus large. En conséquence, les critiques envers les sociétés occidentales les jugent parfois vulgaires ou trop axées sur la consommation de masse, car elles privilégient des biens de moindre coût, diffusés à grande échelle, au lieu de produits de luxe pour les plus fortunés. Mais surtout, l'un des éléments les plus importants qui ont permis l'explosion de la croissance de l'Occident, on la doit à Galilée et Bacon, qui ont développé une nouvelle méthode scientifique basée sur l'observation, la raison et l'expérimentation. Cette méthode a ensuite permis de créer une communauté scientifique organisée. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ces grands progrès scientifiques apparus au XVIIe siècle ont été effectifs tout de suite. Il a fallu environ 250 ans pour que la science galiléenne parvienne à dominer l'invention industrielle de l'Occident. Donc, dans un premier temps, les avancées scientifiques n'ont pas directement servi la croissance économique, bien que certains chimistes aient tout de suite su exploiter la pratique industrielle. Cependant, il est déjà indéniable qu'au XVIIe siècle, la science occidentale surpasse largement toutes les autres. Et ça, même si c'est une évidence absolue, on n'a pas le droit de le dire. Effectivement, Modin. Et même, j'irai encore plus loin que toi en disant que l'innovation est toujours marquée par l'incertitude. Le résultat d'une invention est totalement imprévisible, et ni les coûts de développement, ni les bénéfices potentiels ne peuvent être pleinement anticipés. Le profit dépend du coût final, du produit, de ses avantages et de la possibilité de l'exploiter commercialement avant que la concurrence ne réduise les marges. Bien que l'expérience, le jugement et la planification puissent atténuer cette incertitude, elle ne disparaîtra pas vraiment. La seule façon de surmonter cette incertitude est d'expérimenter jusqu'à la production et la vente du produit final. Or, ces expérimentations sont coûteuses, mais sans elles, il n'y a pas de progrès possible. En contrepartie, les innovateurs supportent les pertes des échecs, mais bénéficient des profits des succès, établissent une relation de propriété entre l'autorité d'innover et les ressources nécessaires, comme les fonds, les laboratoires, les usines et les réseaux de distribution. Effectivement, mais il faut aussi rajouter que ce qui a également beaucoup contribué à l'enrichissement de l'Occident,
c'est qu'il a réussi à lutter contre ce qu'on appelle la résistance à l'innovation. Et ces résistances, elles peuvent être très nombreuses, politiques et religieuses bien sûr, mais elles peuvent aussi venir des travailleurs eux-mêmes, puisque parfois une invention peut mettre un terme à une industrie entière et rendre le travail de milliers d'hommes obsolète. Les travailleurs craignent donc l'innovation, et c'est bien normal. On se souvient qu'au 19e siècle, certains ouvriers se sont mis à détruire les usines de peur qu'elles ne leur volent leur travail. Et cette peur de la machine est d'ailleurs toujours bien présente aujourd'hui. Si on n'a plus peur des métiers à tisser, ce qui terrifie aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, qui va très rapidement être capable de remplacer énormément de métiers. Mais ce que permet surtout ce système capitaliste à l'occidental, c'est d'anéantir ces résistances à l'innovation. Et bien évidemment, ça n'a pas que des avantages. J'ajouterais pour finir que l'innovation organisationnelle a été aussi importante que l'innovation technologique dans la croissance économique occidentale. À partir du XVe siècle, les nouvelles formes d'entreprise et de partenariats entre gouvernements et marchands ont vu le jour. La révolution industrielle a ensuite nécessité des structures adaptées pour gérer des équipes plus importantes et diversifiées, tout en protégeant les intérêts financiers des propriétaires. Les entreprises devaient non seulement s'adapter aux nouvelles infrastructures comme les usines et les chemins de fer, mais aussi se différencier pour rester compétitives. Cette rivalité pour l'innovation a conduit à une diversité impressionnante dans la structure et les fonctions des entreprises. Ces changements ont permis à l'économie occidentale de progresser et de s'adapter en permanence. Selon l'analyse de Nathan Rosenberg, ce qui a permis à l'Occident de devenir si riche, c'est avant tout ses institutions. Mais surtout, toutes ces innovations vont être utilisées par le public, ce qui va conduire à une forme de cercle vertueux. En rendant accessible le progrès, on progresse de plus en plus vite. En clair, on peut résumer l'enrichissement de l'Occident à 3 grands facteurs: l'autonomie, l'expérimentation et la diversité. L'économie expérimentale a été un lien plus efficace entre la science et la croissance que dans n'importe quelle autre société, et l'économie était elle-même la source d'une grande partie de sa propre technologie. Alors oui, le système capitaliste a énormément joué sur l'enrichissement de l'Occident, tout comme la libéralisation du marché. Et il ne s'agit pas d'émettre un jugement de valeur en disant ça. Bien entendu que le système occidental a aussi des inconvénients. Cependant, remettre les choses dans l'ordre, expliquer sans trop de pathos à quel point les institutions occidentales ont eu une influence sur son développement, c'est plus que jamais indispensable. Surtout à une époque où la haine de l'Occident atteint des proportions jamais vues. Une haine qui s'est d'ailleurs totalement normalisée et qui à terme ne pourra mener à rien de bon. Et peut-être qu'en fin de compte, le monde non occidental, plutôt que de se noyer dans cette rancœur et cette haine, ferait mieux de s'inspirer du modèle occidental, plutôt que de blâmer la colonisation pour tout et n'importe quoi et de faire de l'homme blanc le représentant du diable sur Terre. Parce qu'après tout, le monde entier a profité des innovations occidentales. Vous allez me dire, ça fait beaucoup d'infos à digérer tout ça. Et pourtant, dans cette vidéo, on n'a fait qu'effleurer la surface du problème. Nous nous sommes basés uniquement sur le premier chapitre. Mais croyez-moi, la suite est encore plus époustouflante. Je vais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur pour vous révéler les détails et les analyses inédites qui ont permis l'enrichissement de l'Occident. Si cette vidéo t'a intrigué, sache que ma vidéo sur les origines de l'enrichissement de l'Occident est là pour ceux qui veulent creuser, comprendre et aller au bout de la problématique que l'auteur a posée, à savoir quelles sont les réponses concrètes qui ont amené l'Occident à s'enrichir aussi rapidement.